Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On va parler du coronavirus en France ou encore de l'attaque en Autriche. Mais évidemment, une partie importante de cette vidéo va être consacrée à la présidentielle américaine. Vous le voyez, on est arrivé à Washington DC, le cœur de la politique américaine. Derrière moi, au loin, vous avez le Capitole, au sein duquel il y a le Congrès, donc l'équivalent du Parlement en France. Et pas loin, on ira tout à l'heure, il y a évidemment la Maison Blanche. C'est une élection absolument historique du fait de son enjeu. La tension est très importante avec des craintes d'émeutes. On va en parler dans quelques minutes, mais on va déjà commencer en expliquant rapidement le fonctionnement de cette présidentielle américaine. Contrairement au président français qui est élu directement par la population, le président américain, lui, est désigné au suffrage universel indirect par un système de grands électeurs. En fait, chaque État des États-Unis compte un certain nombre de grands électeurs et plus l'État est peuplé, plus il compte de grands électeurs. La Californie, par exemple, en a beaucoup plus que des plus petits États comme le Wyoming. Dans l'immense majorité des cas, si un candidat arrive en tête dans un État, il remporte tous les grands électeurs de cet État. Tenez, par exemple, si Donald Trump l'emporte en Floride, il remportera tous les grands électeurs de la Floride. Et même s'il l'emporte avec 51% des voix, il prendra tous les grands électeurs de cet État. Ces grands électeurs, il y en a 538 en tout, et c'est eux qui vont être chargés d'élire le président au mois de décembre. Pour remporter l'élection présidentielle, le républicain Donald Trump ou alors son rival démocrate Joe Biden doit remporter 270 voix de grands électeurs sur un total de 538. Autrement dit, dès qu'on sait quel candidat a remporté quel État, on peut faire le calcul et savoir qui a remporté l'élection. Alors une fois qu'on a dit ça, on comprend un peu mieux comment fonctionne cette élection et on voit que certains États sont plus importants que d'autres. La Californie par exemple, c'est un État qui vote toujours très majoritairement démocrate, donc ni Trump ni Biden ne va faire de meeting ou de rassemblement là-bas, puisqu'ils savent qu'à la fin, en général, les grands électeurs iront pour les démocrates. À l'inverse, d'autres États sont très serrés et basculent d'une élection à une autre. On appelle ça des swing states en anglais et l'élection se joue vraiment dans ces États. La Floride justement, c'est l'un de ces swing states. C'est pour ça que le président américain s'y est rendu plusieurs fois. Vous l'avez vu dans notre reportage tourné à l'un de ces meetings et c'est la même chose pour Joe Biden qui s'y est rendu à de nombreuses reprises. Joe Biden et Donald Trump savent qu'il peut suffire seulement de quelques voix pour avoir la majorité des voix dans cet État et ainsi remporter les 29 grands électeurs de la Floride. Enfin, c'est important de noter qu'un candidat peut remporter l'élection en ayant récolté moins de votes de la population que son rival. C'était le cas en 2016 par exemple. Donald Trump avait eu moins de voix que Clinton si on additionnait tous les votes de la population, mais il avait réussi à l'emporter dans plusieurs États clés, lui permettant de remporter plus de grands électeurs que Clinton et donc de remporter la présidentielle. Ensuite, concernant le calendrier, le vote a lieu aujourd'hui, même si beaucoup d'Américains ont déjà voté en avance ces derniers jours. Le vote par les grands électeurs a lieu ensuite quelques semaines plus tard, au mois de décembre. Et une fois élu, le président ne prend pas ses fonctions tout de suite puisqu'il faut attendre l'Inauguration Day qui a lieu le 20 janvier. Voilà donc pour le fonctionnement général de l'élection. Cette élection, elle est assez historique puisqu'il y a des craintes importantes de tensions et d'émeutes. Et plutôt que de en parler ici, on va aller directement sur place. Regardez. Alors depuis qu'on est arrivé ici à Washington, on voit bien que l'ambiance est extrêmement tendue. Logiquement, on a parlé à des gens ici depuis qu'on est arrivé et tous nous ont dit, quand on leur avait dit qu'on était là pour couvrir l'élection, tous nous ont dit de faire extrêmement attention puisque l'ambiance était tout simplement explosive. D'ailleurs, on le voit dans les rues juste ici, tout est complètement barricadé. Plein de bâtiments, plein de magasins sont complètement fermés. Celui-ci par exemple, c'est un Apple Store et vous le voyez, des grillages ont été installés tout autour. On le voit aussi de l'autre côté, des magasins, pareil, un hôtel ici et des magasins tout autour complètement barricadés, complètement fermé. Des installations comme ça, on en a vu complètement partout dans la ville et c'est un schéma qui a été reproduit dans plusieurs villes. À New York aussi par exemple, des rues entières ont été barricadées. Alors pourquoi cette crainte de débordement? Eh bien parce que l'issue du vote est très incertaine. La première raison, elle est simple, il est possible que l'on ne connaisse pas les résultats ce soir et que les résultats des élections prennent plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'être connus et définitifs. L'une des raisons, elle est très simple, de nombreux électeurs ont voté par correspondance, donc par courrier, et les dépouillements de ces votes, c'est sûr, ne seront pas finis ce soir. Par ailleurs, Donald Trump a déclaré qu'il soupçonnait les démocrates de fraude massive, notamment avec ses votes par correspondance, des soupçons basés aujourd'hui sur absolument rien de concret et de factuel, mais qui laissent donc penser que le président américain pourrait remettre en cause les résultats. Bref, si je dois résumer, des résultats potentiellement serrés, un nom du vainqueur sûrement pas connu ce soir et un président qui pourrait contester les résultats, la situation est donc très tendue et la crainte d'émeute est très importante. Les Américains se préparent. Ça peut paraître assez étonnant
vu d'ici en France, mais de nombreuses personnes ont décidé de s'armer. On compte 5 à 10 millions de nouveaux propriétaires d'armes à feu depuis le début de l'année. Justement, en Floride hier, j'ai rencontré Josh, c'est le propriétaire d'une armerie. Il m'a décrit cette situation explosive et ces Américains qui décident de s'armer. Regardez. They say in Florida or the US there was like 5 million new gun owners that have never had a gun before, never wanted a gun before, but with everything happening decided I need a gun. Wow, because they're afraid of like unrest after the elections or riots, they're afraid of break-ins, you know, with all the looting and stuff that's been going on, they're scared that even though there's a lot of good demonstrations and a lot of good protesting going on, unfortunately, we have some bad people that branch off into riots and they're afraid that they might spill over into their neighborhood. Bref, vous l'aurez compris, la situation est tendue et on va vous faire vivre cette soirée depuis les rues de Washington directement sur Instagram en story. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte, sachant que pour votre information, les tout premiers résultats devraient sortir vers 1h, heure française. On passe à un autre sujet qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Je voulais vous parler d'une attaque qui a eu lieu à Vienne, en Autriche, hier soir. En fait, tout a commencé vers 20h lorsque des tirs ont été entendus dans au moins 6 endroits de la ville, dont un à proximité de la principale synagogue de Vienne, donc l'endroit où vont prier les personnes de confession juive. Les autorités ne savent pas pour l'instant si la synagogue était particulièrement visée, mais ce qui est sûr, selon le Premier ministre autrichien, c'est que les assaillants étaient très bien équipés, avec notamment des armes automatiques. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, selon le bilan des équipes de secours, au moins 4 personnes ont été tuées et 14 sont blessées, dont 7 dans un état grave. Selon les autorités, un des agresseurs a été tué par les forces de l'ordre et un autre suspect est actuellement en fuite. La République tchèque, qui est un pays voisin de l'Autriche, a indiqué avoir lancé des contrôles aux frontières. En tout cas, Emmanuel Macron a présenté son soutien à l'Autriche sur Twitter en déclarant, je cite, « Après la France, c'est un pays ami qui est attaqué, c'est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. On vous tient au courant de l'évolution de la situation dans les jours à venir. » Rapidement, en un mot, avant de passer à la note positive, je voulais faire un rapide point sur l'épidémie en France. Hier, on a dépassé les 418 nouveaux décès par jour, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis le 20 avril, comme vous le voyez actuellement sur ce graphique. On compte également plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures lundi, contre 33 000 il y a 7 jours, même si pour nuancer, cette augmentation pourrait s'expliquer par le fait que les laboratoires, qui étaient sous tension ces dernières semaines à cause du manque d'effectifs pendant les vacances, ont délivré les réponses de tests en retard ce lundi, le jour donc de la rentrée. À noter par ailleurs que selon le conseil scientifique qui guide donc le gouvernement dans cette crise sanitaire, cette deuxième vague de l'épidémie ne sera probablement pas la dernière. En effet, d'après eux, le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation pourrait commencer à diminuer fin novembre, mais des hausses de patients comme celles que l'on connaît aujourd'hui pourraient recommencer pendant l'hiver, c'est-à-dire donc jusqu'en mars. Voilà donc pour ces données qui me paraissent assez importantes à délivrer et évidemment, je me voulais plus d'infos, je vous mets les liens directement en description. Avant le débat, comme chaque jour, vous le savez, c'est l'heure de la note positive et aujourd'hui, je voulais vous parler des coûts des envois par la poste qui va diminuer pour les librairies. En fait, à partir de maintenant, dès qu'un Français va commander un livre en librairie sur internet, eh bien le libraire va payer 3 à 4 fois moins pour envoyer le livre par la poste. Cette mesure, elle a été décidée par le gouvernement pour aider les libraires qui doivent fermer leurs portes à cause du confinement et qui font aussi face à l'immense concurrence d'Amazon. Bon alors évidemment, ça ne permettra pas de résoudre entièrement les pertes liées au confinement, mais ça reste une bonne nouvelle pour les librairies. Et par ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets en description des liens pour commander en ligne auprès de librairies indépendantes. Le débat hier, c'était le suivant, justement, les librairies doivent-elles être considérées comme des commerces essentiels? Vous le voyez avec les résultats, vous êtes très partagés sur cette question. Exceptionnellement, pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Dans la vidéo de demain, évidemment, on fera un point sur les premiers résultats de cette présidentielle américaine. Et si vous voulez plus de coulisses, eh bien n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, puisque en plus des résumés quotidiens de l'actualité qui se lisent en moins d'une minute, on va donc poster les coulisses directement en story, donc n'hésitez pas à suivre le compte. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.